Bonsoir Amine. Bonsoir Cyril. Tu veux nous parler de l'événement qui a fait parler la gauche et au-delà même de la gauche, la candidature officielle de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Oui, c'est le retour de la cravate rouge finalement. Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 sur le 20h de TF1, après avoir été désigné par les instances insoumises. On regarde. Alors dites-nous, votre parti vous a-t-il choisi? Êtes-vous candidat à la présidentielle? Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Oui, parce que la dernière fois, vous aviez dit que vous souhaitiez être remplacé. Oui, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Pas du tout, je n'ai pas changé d'avis. Je l'ai été dans toutes sortes de fonctions, c'est-à-dire l'essentiel de ce que je faisais. Et puis là, la discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est-ce qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. C'est donc le lancement de la campagne présidentielle des Insoumis et la fin d'un non-suspense finalement autour de cette candidature de Jean-Luc Mélenchon au scrutin ultime de la 5e. L'argument mobilisé pour justifier sa candidature, c'est la préparation. Alors oui, on va l'évacuer. Après sa non-qualification au second tour la dernière fois, JLM disait ça. Les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé ?» C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Plusieurs mois après cette déclaration, JLM s'est mis dans une position de vouloir se faire remplacer et plusieurs visages de la France insoumise sont devenus extrêmement connus à l'échelle nationale. Mathilde Panot, Clémence Guettet, Manuel Bompard, Manon Aubry ou encore plus récemment Bali Bakayoko ou Rima Hassan. Pour justifier sa nouvelle candidature, JLM parle de la préparation et sur quoi va se jouer la campagne. Selon lui, la guerre qui se prolonge au Moyen-Orient, la crise économique et sociale, mais aussi l'urgence climatique. Les responsables insoumis ont donc jugé que sur ces sujets-là, le vieux était le mieux préparé à porter la candidature présidentielle. Et dans la foulée, le reste de la gauche n'a pas tardé à réagir à nouveau. Clairement, les éléments de langage étaient assez clairs du côté des socialistes, des communistes et d'une partie des écologistes. Jean-Luc Mélenchon ajoute de la division et risque de faire perdre la gauche. Mais ça, c'est aussi dû au nombre de candidatures à gauche. Fabien Roussel, Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain. On peut aussi étendre la définition de la gauche pour ajouter Boris Vallaud, Jérôme Guedj, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve. Ils se sont tous relativement positionnés pour la présidentielle 2027. L'argument pourrait s'entendre s'il n'y avait pas un facteur à prendre en compte, la base électorale de la France insoumise, et notamment de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Il l'a rappelé hier soir sur Brut. Moi, je vais vous parler cash. Tout ça, c'est des bobards. Quand on a gagné, d'abord, en 2022, le Parti socialiste était à 1,67%. D'accord ? Moins que les animalistes. Le Parti communiste à 2. Et le Vert était à moins de 5. Donc ils avaient... Et nous, on était à 22. On aurait pu dire, écoutez, salut, débrouillez-vous, présentez vos candidatures. C'est pas ça qu'on a fait. On a créé la NUPES. Déjà avec un nom imprononçable, on commençait bien. La NUPES, à peine était-elle constituée, à peine avait-on élu des gens, et on n'a pas été regardant. Chacun a eu son groupe à l'Assemblée nationale, chacun a désigné qui il voulait. Alors oui, quand on prend en compte ces résultats, on pourrait se demander pourquoi n'est-il pas considéré comme le candidat le plus à même de faire gagner la gauche? Eh bien, deux choses. D'abord, et c'est peut-être le plus problématique dans cette séquence, certains croient que si la France insoumise est écartée de la matrice, les électeurs de l'AFI allaient se reporter sur une autre candidature de gauche. C'est une hypothèse qui est loin d'être certaine au vu de la source de ces électeurs. En grande majorité, la base insoumise se construit autour de déçus du Parti socialiste, d'anciens électeurs communistes et d'abstentionnistes historiques. Imaginez qu'ils pourraient se reporter sur une autre candidature est un pari très risqué. Les 13% crédités à la France insoumise pour la présidentielle sont une base électorale qui peut progresser. Or, ni les écologistes, ni le Parti socialiste, ni le Parti communiste ne dépassent les 5% dans les intentions de vote ou encore dans les précédents scrutins. Il est curieux d'inverser un cadrage pour demander aux insoumis de ne pas ajouter de la division alors qu'aucune autre candidature à gauche n'a réussi à dépasser les 10% depuis 2012. L'argument mobilisé, c'est qu'une autre candidature à gauche pourrait rassembler. Oui, et c'est pas une première. Jean-Luc Mélenchon ferait perdre la gauche et renforcerait l'extrême droite. C'est un argument qu'on entend souvent. Encore hier, le député socialiste Jérôme Guedj l'a redit sur RMC.
c'est dramatique, mais Mélenchon et la France insoumise sont devenus le plus grand repoussoir de la vie politique aujourd'hui. Donc ce serait pas une bonne chose pour la France que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République? Non, mais ma question, elle est directe. Non, mais je veux dire, il ne peut pas être président de la République. S'il est au deuxième tour de l'élection présidentielle, les sondages valent ce qu'ils veulent. Mais moi, j'en ai vu un hier ou avant-hier. Deuxième tour, Bardella, Mélenchon. Mélenchon fait 28,5%. Donc je veux bien que le sondage se trompe, même de 20% ou de 30%, mais on est assuré, Mélenchon, et ça il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, est devenu le plus grand repoussoir de la vie politique. Mais à culpa, c'était la semaine dernière. Mais cet argument un peu bancal, car il est difficile de le quantifier. Il vise à disqualifier le vieux en insistant sur des arguments connus maintenant, des ambiguïtés avec l'antisémitisme, du communautarisme. En bref, Mélenchon ne serait plus républicain. Alors si Jean-Luc Mélenchon est aussi problématique, faut-il que la France insoumise choisisse un autre candidat? Peut-être que le reste de la gauche pourrait mieux s'entendre avec Mathilde Panot, Manuel Bompard ou Clémence Guettet. Rien de moins sûr. Regardons la chronologie. En 2022, la NUPES réunit la gauche. Mélenchon est candidat pour être Premier ministre en cas de majorité. À ce moment-là, les macronistes et la droite tentent de le disqualifier en s'appuyant sur les arguments qu'on a cités tout à l'heure. Mais le disqualifier, lui, uniquement lui, Jean-Luc Mélenchon, en tant que Jean-Luc Mélenchon. Et en 2024, après la victoire du NFP aux élections législatives, les composantes de la gauche choisissent Lucie Castet comme Première ministre. Et là, les macronistes élargissent le champ de la disqualification aux insoumis en entier, ce à quoi Mélenchon avait répondu à l'époque. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'être avec nous. Hier, tous les blocs politiques en dehors du nouveau Front populaire ont affirmé clairement qu'ils voteraient une motion de censure en cas de présence de ministres LFI dans un futur gouvernement, ce qui ferait immédiatement tomber ce gouvernement. Est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre participation pour permettre à la gauche de gouverner? Alors pour répondre bien franchement à votre question, c'est à mon tour de poser une question au chef des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Madame Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Répondez-nous. Car si vous nous répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait c'est un prétexte. C'est du programme dont vous ne voulez pas. Donc vous ne valez pas plus cher que M. Macron puisque vous refusez d'entendre la voix du suffrage universel qui a placé le nouveau Front populaire en tête. Et je veux remercier les dirigeants des quatre partis du NFP, du nouveau Front populaire, qui tous ont eu à cœur de défendre l'unité du nouveau Front populaire et la présence de ministres insoumis. Et je leur dis que ma réponse est: nous ne serons jamais le problème, nous serons toujours la solution. Oui, et là, maintenant, avec du recul, on peut dire que c'était un prétexte parce qu'il n'y a eu ni gouvernement de gauche sans insoumis, ni de Premier ministre de gauche. Il n'y a eu que des personnes qui n'étaient pas du nouveau Front populaire. L'argument Mélenchon trop radical pour unir la gauche est un prétexte pour le disqualifier, ce qui profite surtout aux centristes et à la droite, un prétexte qui sera élargi à quiconque ne cède pas aux tentations de s'associer avec les macronistes, comme l'ont fait des socialistes ces derniers mois en refusant de censurer le gouvernement. On l'a vu par exemple avec les écologistes qui ont ensuite servi de prétexte pour censurer quand même un gouvernement NFP, même sans les insoumis. Et la France insoumise et Europe Écologie Les Verts sont des dangers pour la République. On peut me dire, Marine Tondelier, c'est moins pire. Enfin, attendez, Marine Tondelier, elle était à Sainte-Soline pour cautionner les envois de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Marine Tondelier, quand elle a fait son université d'été, elle a invité le rappeur Medine. Donc, je ne sais pas si c'est fondamentalement moins pire que la France insoumise, en tout cas, c'est pas acceptable pour moi. On va juste écouter. Imaginons donc que Jean-Luc Mélenchon n'existe pas, que la France insoumise n'existe pas. Peut-être que Marine Tondelier deviendra la nouvelle personne à disqualifier. Et si Marine Tondelier n'existe pas, quelqu'un sera trouvé à gauche pour être disqualifié. Alors ça, c'est la droite, les macronistes qui font ça, et c'est leur jeu finalement. Alors pourquoi la gauche cède à la tentation de disqualifier Mélenchon, risquant ainsi de renforcer l'extrême droite ou la droite en cas de second tour pour le vieux? Eh bien, peut-être qu'à gauche, peu de candidats y vont pour réellement gagner. La structure de la Ve République est très particulière. C'est un régime qui est officiellement hybride entre parlementaire et présidentiel. La synchronisation du calendrier des deux élections entraîne forcément une influence gigantesque de la présidentielle sur les législatives. Donc quiconque disparaît pendant le scrutin présidentiel risque d'être oublié par les électeurs aux législatives. Et les partis politiques ont besoin d'élus pour exister. En fait, peut-être que le vrai clivage à gauche entre les diverses stratégies pour la présidentielle est assez simple. Le mouvement insoumis est une machine politique en développement qui a fait ses premières percées
récemment municipale, mais qui s'est d'abord construite pour gagner la présidentielle. Or, le reste des organisations de gauche privilégient la pérennité de leur parti sur le long terme et la maximisation des élus que la victoire concrète. Et quand on ne parle pas le même langage, difficile d'obtenir un résultat commun. Merci beaucoup Amine pour cette carte blanche.